Voilà, pour moi, la barre, elle est pas si haute au final pour réussir sur LinkedIn. Mais après, il faut quand même voilà, bien faire les choses. Qui a tout intérêt à faire de la pub? Donc on a vu que les freelances, peut-être, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres cibles en particulier qui auraient tout intérêt à faire de la pub? Bah, pour moi, typiquement, ce sont des entreprises un peu plus établies, parce qu'il y a besoin d'injecter un budget publicitaire. Un budget publicitaire minimal de chez Minimal sur LinkedIn, ce sera du 500 € par mois. Et avec 500 € par mois, ça va déjà être compliqué d'avoir de l'attraction, ça va être compliqué d'apprendre, ça va être long. Idéalement, c'est un minimum qui sera plus à 1000 € par mois. Donc déjà, il faut quand même avoir un peu de cash qui rentre. Donc une entreprise d'une certaine taille. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Alors, bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode de Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Aujourd'hui, je reçois Moni Shim qui va nous parler des LinkedIn Ads. Alors, Moni, merci d'être venu. Salut Sébastien, salut à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la pub en général et plus spécifiquement LinkedIn? Avec grand plaisir. Moi, je m'appelle Moni. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine du marketing digital. Je suis freelance spécialisé pour les entreprises B2B. Mon exécution se concentre sur la publicité Google et la publicité LinkedIn pour générer de la demande pour les entreprises B2B. J'ai aussi un podcast qui parle de marketing B2B et je publie du contenu autour de ce sujet sur LinkedIn. Et enfin, pourquoi je fais ce métier aujourd'hui? Moi, à la base, je suis un ingénieur. J'ai bossé quelques années en bureau d'études. Donc j'ai beaucoup aimé le côté technique, mais ça me manquait beaucoup l'aspect créatif et commercial, slash communication. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre dans le marketing digital et depuis, je n'ai pas quitté cet univers. D'accord. Et c'est un bon atout, non? Quand il faut analyser les pubs, savoir pourquoi ça fonctionne pas, comment améliorer. Ce côté ingénieur, ça te Oui, sert bien, non? oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est utile de laisser Est-ce que parler tu penses, la data. et tu penses que c'est un atout par rapport à d'autres? Est-ce que par rapport à ce que tu vois dehors? Oui, oui, c'est sûr que c'est un atout. Après, je pense que chacun arrive avec ses propres atouts. Et puis après, l'idée, c'est d'essayer de se renforcer d'un côté où on est un peu plus faible. Par exemple, moi, de mon côté, j'ai jamais été bon sur l'aspect un peu visuel, etc. Donc, j'ai dû un petit peu me former et aussi travailler avec des gens qui sont bons là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est bien de connaître ses forces et de ses faiblesses aussi. Ouais, c'est ça. Alors, LinkedIn, moi, je suis allé chercher des petits chiffres vite fait. Euh, LinkedIn, c'est en France, j'ai trouvé 25 millions de membres pour 2023 et Mhm. 12 millions de membres actifs. Donc 25 millions, on est combien en France? On est bientôt 70 millions, mais c'est pas 70 millions C'est d'adultes de ça. toute façon. Donc, je pense que Ouais. ça représente quand même. C'est le sixième le plus gros réseau social en France. Donc il y a un marché. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que toi, de ce que tu vois, est-ce que ça valait le coup de faire des pubs il y a 5 ans sur LinkedIn? Et quel est l'état des lieux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu aurais plus intérêt à y aller aujourd'hui qu'hier, en fait? Bah, en fait, moi, la pub LinkedIn, ça fait pas 5 ans que j'en fais, ça va faire environ 2 ans que j'en fais. Donc, je pourrais pas te dire comment c'était il y a 5 ans. Après, moi, ce que je peux te dire aujourd'hui par rapport à LinkedIn, c'est que bah, pour moi, la barre, elle n'est pas très haute, hein. Pourquoi? Parce que la plupart des publicités qu'on voit sur le fil d'actualité,
elles sont pas très intéressantes, elles apportent pas énormément de valeur. Donc, même si effectivement, il faut mettre un budget publicitaire derrière ses efforts sur LinkedIn et derrière avoir une vraie stratégie qui soit pertinente avec ce que vous vendez avec votre cible. Voilà, pour moi, la barre, elle n'est pas si haute au final pour réussir sur LinkedIn. Mais après, il faut quand même voilà, bien faire les choses. Alors, justement, moi qui ai un bloqueur de pub, je vois pas les pubs LinkedIn, et tu dis qu'elles sont plutôt mauvaises. J'ai une idée de ce que ça peut être. Est-ce que tu peux nous en décrire une ou deux, nous montrer pourquoi elles sont mauvaises en fait? Ouais. Bah, en fait, il y a des pubs qui sont beaucoup trop orientées produits, mais si tu veux, tu vas t'adresser à une audience qui connaît pas du tout, qui te connaît pas du tout, et directement tu leur mets un produit sans aucun contexte, tu leur places des caractéristiques et tu leur dis ok, venez acheter ce produit-là. Donc voilà, on peut faire des publicités produits, donc on a le droit de faire des publicités produits, mais faut pas faire que ça déjà. Et aussi, il faut quand même l'amener d'une certaine manière, et on pourra peut-être amener à en discuter. Il y a aussi d'autres choses. Il peut y avoir aussi des gros problèmes de ciblage. Enfin, moi, des fois, je vois des publicités qui ont juste absolument rien à voir avec qui je suis. Donc, le truc, c'est que on paye quand même pour des clics. Donc, si vous payez pour montrer vos publicités à des gens qui sont pas pertinents, là aussi, c'est encore un gros gaspillage. Et tout simplement, il y a aussi beaucoup de publicités où juste on viole un peu les règles du copywriting. Donc, on arrive avec des textes qui sont illisibles, qui sont pas faciles à lire, qui sont pas intéressants. Et un autre problème que je peux voir aussi, c'est un problème d'offre. On arrive en fait on a une audience froide, il y a des gens qui ne te connaissent pas du tout, et tu arrives et tu leur dis, ok, clique ici, télécharge, je sais pas quoi, quel livre blanc, je sais pas quoi, et puis après, voilà, il y aura sûrement une séquence commerciale. Bah, ce genre de choses, ce qu'on appelle les lead magnets, moi, ça me dérange pas tant que ça au final d'aller là-dessus si j'ai un peu de confiance en fait envers la personne en fait qui me propose ça, envers l'entreprise qui me propose ça. Mais comme ça, de but en blanc, quand j'ai rien demandé, je scrolle sur mon fil et on me propose ce genre d'offre. Moi, ça a tendance plutôt à me repousser et je pense que ça repousse la plupart des gens. C'est pour ça que beaucoup de ces pubs-là en fait ne fonctionnent pas très bien. D'accord. Et toi, tu as eu accès à ce genre de stats, même si tu fais pas ce genre de pub. Est-ce que tu as une idée de comment elle fonctionne peu par rapport à des méthodes où tu vas plus privilégier le client, si j'ai bien compris, plutôt que le produit? Bah, c'est difficile en fait de faire. Ah oui, parce que Ouais. C'est difficile. j'imagine bien. Après, ouais, c'est ça. Donc parce que voilà, après ça dépend à quel point c'est mauvais en fait. Est-ce que c'est très 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 mauvais? Est-ce que c'est juste très mauvais ou est-ce que c'est juste un petit peu mauvais? Donc, tu vois, c'est quand même difficile de dire de combien de pourcentage en fait exactement on va pouvoir améliorer en fait. D'accord. Et alors, aujourd'hui, et je vais me faire l'avocat du diable. J'imagine, aujourd'hui, quand on regarde sur LinkedIn, on voit beaucoup de copywriters. Et ces copywriters n'arrêtent pas de dire à tout le monde, regardez, moi, je me suis lancé il y a 2 ans, j'ai cartonné sans payer de la pub, en faisant que de l'organique. Faites comme moi, d'ailleurs, je vends une petite formation au passage, disent-ils. Si vous n'arrivez pas à le faire, faites comme moi, vous n'avez pas besoin de payer de pub. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Est-ce que ce qu'ils disent a été vrai à une époque? Est-ce que c'est toujours vrai? Et voilà, est-ce que c'est toujours vrai? Et si c'est plus vrai, parce que c'est là où la pub intervient, quel est ton point de vue là-dessus? Bah, la première chose, c'est que des gens comme ça, ce sont des créateurs, ce sont des solopreneurs ou des freelanceurs. Donc, par définition, en général, des gens qui n'ont pas forcément un budget de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par mois à mettre en publicité. Et en conséquence, là, ces personnes-là, elles ne vont pas, de toute façon, elles ne vont pas mettre un budget publicitaire. Et elles vont être obligées, au final, de passer par des leviers organiques. Ça, c'est la première considération.
Seconde considération, toutes les entreprises sont différentes. Elles ont un profil client idéal différent, mais elles ont aussi une structure d'offres différente. Un freelance qui a juste besoin d'onboarder peut-être un client tous les mois, tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, tous les 4 mois, aura moins besoin de mettre des budgets publicitaires qu'un SaaS qui a besoin d'onboarder 10 clients, je dis n'importe quoi, 10 clients par jour, ou même 10 clients toutes les semaines. Donc ça, c'est aussi important de savoir à quel point, en fait, tu vas avoir un pipeline qui est important. Et la troisième considération que je voudrais donner, c'est que au final, quand tu crées du contenu de manière organique, que tu sois une personne, que tu sois une entreprise, c'est pas gratuit. Tu payes avec ton temps, parce que le contenu que tu crées, l'engagement, les commentaires, etc., c'est énormément de temps. Si tu veux exécuter correctement sur LinkedIn en organique et espérer avoir un peu de traction, si tu passes pas 1 heure par jour dessus, je trouve que c'est compliqué. Et 1 heure par jour, pour moi, c'est quand même un minimum. Idéalement, ce serait même 2 heures par jour. Ce qui se passe avec LinkedIn Ads, évidemment, en te basant sur le fait que tu fais pas n'importe quoi, que tu as une bonne stratégie publicitaire, ça te permet de mettre des sous dans la machine et d'aller distribuer ton contenu de qualité directement à tes ICP, à ton profil client idéal. Donc c'est ça en fait la force de LinkedIn Ads. Je confirme, si tu veux faire, parce que le titre de l'émission, c'est de 0 à 10 millions à 1 an. 0 à 10 millions à 1 an, en gros, il faut faire 50 000 euros par jour. Évidemment, 50 000 euros en faisant que du post organique par jour, ça peut être difficile. il faut le dire. C'est ça. Aujourd'hui, sur LinkedIn, donc tu as un peu déjà répondu à la question, mais savoir si tu peux développer encore un peu plus dessus. Pour qui c'est de faire de la pub sur LinkedIn? Qui a tout intérêt à faire de la pub? Donc on a vu que les freelances, peut-être, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres cibles en particulier qui auraient tout intérêt à faire de la pub? Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, typiquement, ce sont des entreprises un peu plus établies, parce qu'il y a besoin d'injecter un budget publicitaire. Un budget publicitaire minimal de chez Minimal sur LinkedIn, ce sera du 500 € par mois. Avec 500 € par mois, ça va déjà être compliqué d'avoir de l'attraction, ça va être compliqué d'apprendre, ça va être long. Idéalement, c'est un minimum qui sera plus à 1 000 € par mois. Donc déjà, il faut quand même avoir un peu de cash qui rentre. Donc une entreprise d'une certaine taille. Après, typiquement, LinkedIn s'est adapté aux entreprises B2B. Pourquoi? Parce que si votre entreprise est B2C, votre entreprise a tout intérêt à utiliser du Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, etc. Parce que là-dessus, il y a d'excellentes fonctionnalités de targeting, de ciblage, qui vont vous permettre facilement d'aller toucher vos cibles, donc vos produits e-commerce, etc., etc. La force de LinkedIn Ads, c'est de cibler des audiences B2B par rapport, par exemple, au type d'entreprise. On pourra rentrer plus tard dans le détail du ciblage, si tu veux, et par rapport à leur poste. Et ça, c'est ce qui permet de toucher exactement les bonnes personnes. Donc, d'un côté, on va payer plus cher du clic. Donc, par exemple, on va payer en moyenne des clics plus chers sur LinkedIn que sur Facebook. Mais de l'autre côté, on peut potentiellement avoir des audiences beaucoup plus qualifiées sur LinkedIn que sur Facebook. Par exemple, je vais dire un exemple tout simple, si je cible des CTO sur Facebook, VS, je fais ça sur LinkedIn. Sur Facebook, j'aurai beaucoup plus de dispersion parce que je vais tenter à travers les ciblages d'intérêt de toucher ces personnes-là avec un certain succès, mais je vais avoir pas mal de déchets. Alors que si je fais la même chose sur LinkedIn, j'aurai une bien meilleure correspondance. D'accord. Et ouais. Donc voilà. Et dernière considération par rapport à LinkedIn, on fait de la vente en B2B et on vend quand même des produits qui ont une certaine valeur ajoutée. Après voilà, généralement les entreprises B2B, elles ne vendent pas des objets qui coûtent 50 €. C'est pour ça qu'au final, cette dernière considération est un petit peu importante.
D'accord, à moins que ce soit un produit d'appel pour vendre plus cher derrière, évidemment. Et du coup, tu viens de répondre à une de mes questions avec c'est pas fait pour le B2C. Je me demandais si on pouvait l'utiliser pour faire du B2C. Mais tu as déjà répondu à la question en fait en disant que c'était l'équivalent d'aller chercher des B2B comme les CTO ou les CEO sur Facebook directement. C'est plus dur à cibler. Du coup, il y a de la dispersion, on va ratisser un peu large et on va avoir de la qualité de lead plus faible. C'est ça. Ouais, Est-ce que après, désolé, attends, je réagis dessus. Si par hasard, tu es une marque B2C, que tu vends des trucs très très chers, et que tu sais que ton produit va vraiment être particulièrement pertinent pour, je dis n'importe quoi, pour des directeurs d'entreprise de plus de 5000 employés, imaginons que ton produit B2C va vraiment satisfaire à cette cible-là, et ton produit coûte vraiment cher, pourquoi ne pas utiliser LinkedIn Ads? Mais bon, voilà, c'est quand même un cas d'usage qui est assez peu fréquent. Généralement, les marques B2C, les marques B2C, elles n'ont pas un tel degré en fait de ciblage par rapport au job qu'occupe leur audience. je rebondis aussi sur un autre point que tu as abordé, donc sur le fait que LinkedIn soit plus cher, c'est effectivement quelque chose qu'on entend partout. Et tu as déjà un peu répondu à la question, mais ça me fait un peu des fois hérisser le poil parce que les gens ont tendance à regarder, effectivement, le clic coûte plus cher, mais derrière, quelle est la qualité des leads? Et tu vas me confirmer ça, mais sur LinkedIn, on peut cibler très pointu les gens qu'on va toucher, justement. Ce qu'on ne peut pas faire avec Facebook, avec des datas différentes. Tu connais les différences des deux plateformes à ce sujet? Oui, absolument. En fait, avec Facebook, bon, il y a plusieurs types de ciblage, mais il y a le ciblage par intérêt, le ciblage qui permet en fait d'aller cibler des personnes que Facebook a estampillées comme s'intéressant à un domaine. Par exemple, une personne qui s'intéresse au golf, qui va visiter beaucoup de sites de golf, par exemple, Facebook va la mettre dans l'audience intérêt golf, par exemple. Et du coup, avec Facebook, je vais pouvoir cibler ce genre de personnes. C'est un mode de ciblage de Facebook. Évidemment, il y a d'autres modes de ciblage. Sur LinkedIn, le mode de ciblage, en fait, on est beaucoup plus dans le déclaratif. Pourquoi? Parce que chaque personne, elle crée son profil LinkedIn pour se faire mousser, pour montrer à quel point elle a une super position dans une super boîte avec des super missions. Donc elle va renseigner au poil près exactement quel job elle fait, quelles sont ses compétences, quel est son niveau hiérarchique, dans quelle belle entreprise elle travaille, évidemment. Et c'est avec cette data-là qu'on va pouvoir cibler cette personne. Et si tu veux, dans LinkedIn, 80% des ciblages réussis se font avec un croisement très simple. D'un côté, les bons comptes, c'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, secteur d'activité, on va dire le transport ferroviaire. On va cibler ce type de compte-là. On va dire, attends, non, on va prendre des entreprises de ce secteur-là qui ont plus de 10 000 employés, qui sont basés en France. Donc là, voilà, on a pris ce type de compte-là, et on va croiser ça avec les bonnes personnes. Attendez, dans ce type de compte-là, je veux cibler seulement une certaine catégorie de personnes. Et là, on a plusieurs possibilités, en fait, pour cibler les personnes. Une possibilité de ciblage que je trouve bien, c'est par poste. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire précisément, je veux parler au DRH, je veux parler au directeur financier, je veux parler au marketing manager, au marketing coordinateur, etc., etc. Et en fait, en croisant ça, tu vas vraiment toucher tes clients cibles de manière extrêmement précise. D'accord. Tu dis, donc toi, tu préfères cibler par poste. C'est quoi les autres techniques de ciblage qui existent? Et pourquoi tu préfères celle-ci, du coup? Ouais. On peut cibler aussi par centre d'intérêt, où là, évidemment, on est quand même beaucoup moins solide. On peut cibler par compétences. Donc ça peut marcher si on, je sais pas, on cherche par exemple des gens qui ont une compétence qui est très, très, très exotique. Ça peut effectivement fonctionner de temps en temps. Et aussi, on peut aussi cibler sur LinkedIn avec
pas le poste, mais la fonction. Mais la fonction, ce sera par exemple marketing. Ah ouais, mais tu fais marketing, voilà, tu peux avoir d'un côté, je vais dire un exemple, tu vas avoir le stagiaire et de l'autre, tu vas avoir le directeur marketing, etc. Donc tu peux voir que c'est moins précis. Après, effectivement, tu peux croiser, hein, tu peux faire un ciblage c'est-à-dire que tu peux dire, je veux les gens dans le marketing et qui ont un niveau de seniorité élevé. Et en faisant ça, tu vas enlever tous les stagiaires et tous les juniors. Ou alors, tu peux faire comme je dis tout à l'heure, tu vas cibler vraiment tous les noms de postes qui correspondent exactement aux gens que tu fais. Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as lancé tes publicités, tu vas, au niveau de ton reporting publicitaire, tu vas pouvoir voir quelles audiences ont vraiment vu ta pub. Donc, tu vas pouvoir voir, en fait, la véritable seniorité des gens qui ont vraiment vu tes pubs et aussi dans quel type d'entreprise, quel type de poste ils ont eu. Donc, ça permet, en fait, de vérifier un petit peu que tu as bien livré ta pub aux bonnes personnes. Et des fois, tu vas pouvoir voir que tu as livré ta pub, que tu as montré ta pub à des audiences qui ne te plaisent pas. Bah, du coup, là, tu vas pouvoir les exclure de tes audiences par la suite. Sympa. Il y a quand même c'est un peu plus avancé que ce qu'on pourrait croire. Et au niveau de la taille de l'audience que tu cibles, est-ce que tu as une certaine taille d'audience? Parce que des fois, quand tu fais du B2B, que tu vends des produits chers, tes clients, tu n'en as pas forcément beaucoup derrière. Est-ce que ça fonctionne même pour des petites cibles, on va dire, s'il y a 100 personnes seulement dans toute la France? Ou là, tu conseillerais d'autres techniques plutôt? Alors, la plus petite taille d'audience que tu peux avoir sur LinkedIn, dernière nouvelle, c'est 300 personnes. D'accord, c'est bien. Donc, c'est quand même, voilà. Mais c'est vraiment. Donc, du coup, ça sera typiquement une audience de retargeting. Une audience de retargeting, c'est quoi? C'est une audience de personnes qui sont déjà venues sur ton site ou qui ont déjà cliqué sur une pub. C'est-à-dire que tu as déjà touché une fois et que tu vas vouloir retoucher. Donc, voilà, c'est vraiment le minimum. Enfin, voilà, ce que je veux dire. Moi, typiquement, quand je cible une audience froide, c'est quoi? C'est une audience qui n'a jamais vu une publicité. Donc, c'est des gens qui sont inconnus. Typiquement, je vais essayer de faire une taille d'audience entre 10 000 et 80 000 personnes. Voilà, mais c'est quelque chose de général. Si un jour vous avez une audience de 90 000 personnes, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une audience de 200 000 personnes, ça veut dire que votre audience, elle est peut-être un petit peu trop large et que du coup, vous aurez peut-être du mal à avoir un texte publicitaire, une image publicitaire et une offre qui va être bien calibrée à ces personnes-là. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que ça peut avoir du sens de découper votre audience en deux segments, et dans chaque segment, l'adresser avec une campagne spécifique. Donc voilà par rapport à la taille de l'audience. Et en fait, ce qui est important par rapport à cette audience, c'est déjà d'exclure les concurrents et les clients existants. Vous ne voulez pas forcément que vos clients existants et vos concurrents voient vos pubs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez un budget, une audience qui est assez faible et un budget qui est élevé, et que vous n'avez pas assez de variations publicitaires, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez l'effet où vous allez montrer 100 fois à la même personne la même pub sur une durée de 15 jours. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne elle va se mettre à détester votre marque. Donc c'est pour ça que c'est important de surveiller cet indicateur qui est la fréquence publicitaire et de vous assurer, typiquement, essayer de vous assurer que pour chaque publicité, en moyenne, si on l'a montré plus de 2 ou 3 fois à une personne, bah, c'est le moment de la mettre en pause, c'est le moment de passer à une autre publicité, de montrer aux gens d'autres publicités. Donc, c'est pas grave si votre personne, sur un mois, elle voit vos pubs 50 fois, si ces pubs sont toutes différentes et qualitatives. Par contre, si c'est toujours la même pub, là, par contre, c'est un problème. D'accord, donc tu conseilles de ne pas dépasser plus de 2 à 3 fois pour une même pub. C'est ça, hein, tu me confirmes? Oui, c'est la fréquence. Ça. Okay. Du coup, est-ce que c'est une pratique à toi ou parce que quand on regarde sur Facebook, par exemple, on montre facilement beaucoup plus, en fait. Enfin, cette fois, c'est pas rare, toi, de montrer cette fois la même pub. Donc, sur LinkedIn, est-ce qu'on peut en conclure que les gens ont une fatigue
publicitaire plus rapide, ou c'est une pratique à toi qui, par rapport aux résultats que tu as vu générer derrière, que c'était une bonne pratique? C'est plus une pratique à moi. Et personnellement, sur Facebook Ads, quand j'arrive à une fréquence de 3 ou moi, c'est entre 3 et 4, c'est là que je commence à couper. Mais après, voilà, on parle de best practice, on parle de choses comme ça. Ce qui marche pour moi et mes clients, parce que j'ai pas 50 000 clients, j'en ai quelques-uns, ça marchera pas forcément pour votre entreprise, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas tout prendre pour argent comptant et de vous dire, OK, d'accord, j'entends ces chiffres-là, peut-être que ça peut faire sens, etc. Mais après, derrière, je vais voir comment ça se passe par rapport à mon propre marché, par rapport à mon propre audience. D'accord. Et donc, au niveau contenu publicitaire que tu montres, quand on pense à Facebook, généralement, on va penser. Alors je prends toujours Facebook en référence parce que c'est les plus connus, c'est ce que connaît le plus tout le monde, et donc c'est facile de comparer. Donc il y a les carousels, il y a les vidéos, donc il y a les photos. Je crois pas qu'il y ait de texte tout seul. Je suppose que sur LinkedIn, les codes sont pas pareils. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quel type de pub on fait? Il y a plusieurs types de publicités. Typiquement, moi je fais des pubs dans le fil d'actualité de la personne, c'est-à-dire que la personne elle scrolle son fil d'actualité, on lui montre ce qu'on appelle un post sponsorisé. Il y a 3 grands formats. Il y a le format image seule, image unique, avec une image tout simplement, évidemment un petit bloc de texte au-dessus. Il y a le format carrousel où on montre quelques images, et le format vidéo. On montre une vidéo et au-dessus il y a un mot textuel. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de diversifier. Et pourquoi diversifier? Parce que dans votre audience, différentes personnes ont différents besoins en matière de contenu. Il y a des gens qui préfèrent les images, des gens qui préfèrent les vidéos, il y a des gens qui préfèrent les carousels. Donc, idéalement, c'est tester. Donc, c'est faire différentes campagnes, faire une campagne image, faire une campagne carousel, faire une campagne vidéo et de voir ce qui performe le mieux derrière. Et après, tu as les gens comme moi qui, un jour, préfèrent lire, un jour, préfèrent les vidéos. Donc, tu as tout intérêt à me montrer un peu de chaque. C'est ça, évidemment. Et est-ce que tu as... donc là, on vient de parler du contenu, mais est-ce que tu as une stratégie après à appliquer derrière? Donc ça, c'est... tu disais, tu vas présenter une publicité unique 2 à 3 fois. Et après, tu vas passer à autre chose. Est-ce que tu fais juste tourner les formats ou est-ce que tu as une stratégie particulière derrière? Comment tu fais? Absolument. Déjà, il y a une philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est essayer d'apporter un maximum de valeur possible à la personne sans qu'elle ait besoin de cliquer sur la pub et sans qu'elle ait besoin de faire un opt-in, c'est-à-dire d'aller sur le site et mettre ses coordonnées de contact, ou alors de cliquer sur la pub et de mettre tout de suite sur le formulaire interstitiel de LinkedIn, mettre ses coordonnées. Donc, c'est apporter en fait un maximum de valeur à cette personne-là. Donc ça, pour moi, c'est un peu la philosophie de base. Donc, pour moi, une bonne pub LinkedIn, c'est presque un post, plutôt un mini-post, parce qu'on a droit à seulement 600 caractères, alors que sur un post LinkedIn normal, on a droit à 3000 caractères, dans lequel l'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur à la personne. En fait. Et après, derrière, moi, ce que j'aime favoriser, c'est une approche qui est très drivée par le contenu. C'est-à-dire que plutôt que d'amener les gens à acheter tout de suite, c'est plutôt leur apporter un maximum de contenu, de faire du nurturing, de les nourrir. Et il y a plein de types de contenus qu'on peut proposer à l'audience, qu'on peut leur proposer de consommer pour les éduquer en fait. Donc voilà, si tu veux, je peux donner quelques exemples de contenus qui permettent justement d'aider l'audience. Par exemple, tu peux donner des checklists. Tu peux offrir une checklist à ton audience sur les 5 ou 10 erreurs à ne pas faire pour telle chose. On peut aussi apporter des guides tactiques sous forme, par exemple, d'un article très complet où on explique quelque chose de façon approfondie.
On peut leur proposer des études de cas. Donc, ça peut être un article, étude de cas client, succès client, dans lequel on explique quelle était la situation de base du client, quelles étaient ses problématiques, comment il a acheté les produits, et puis après, derrière, comment ça a changé sa vie en termes de bénéfices. On peut faire une démo vidéo du produit, tout simplement. On peut faire une vidéo où une personne de l'entreprise parle au client idéal et lui adresse un message. Donc là, c'est une vidéo vraiment où on voit quelqu'un et sa tête en train d'amener un message, hein. comme ce qu'on est en train. Voilà, ça, face cam, comme ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, ça fonctionne bien parce que les gens sur LinkedIn, ils aiment bien voir des gens, en fait. Parce que c'est un réseau social, surprise. Donc, du coup, quand on voit des têtes de gens et qui parlent, ça fait envie, en fait. On peut aussi, du coup, montrer des extraits de webinaires. Donc, prendre un webinaire, prendre les morceaux qui sont vraiment bien, prendre les sous-titres, plutôt injecter les sous-titres et mettre ça en vidéo. Autre idée, on peut citer un rapport reconnu ou une étude reconnue par rapport à pain point, par rapport à une douleur que ton produit résout pour ton audience. Et ça peut permettre de sensibiliser la personne. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur, en fait. Après, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une erreur que font beaucoup de gens sur LinkedIn. Allez, ils disent, OK, on va mettre 2 000 €, 3 000 € de budget sur LinkedIn, on va faire cliquer les gens, et souvent, ils font ça, et ils voient, ah, on n'a pas fait de vente. Ils disent juste, ça marche pas, LinkedIn. Ouais, mais le problème, c'est que quand on est en B2B, environ 3% à 5% des gens sont prêts à acheter aujourd'hui, et environ 95 à 97% des gens ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui. Et quand je parle des gens, je parle de votre ICP. Donc ça veut dire que quand vous montrez votre pub à quelqu'un, il y a une probabilité de 97% que votre cible, elle regarde ça, mais qu'aujourd'hui, elle n'a pas un besoin. Elle n'a pas un besoin dans les 3 mois. Donc, votre pub dans laquelle vous dites bonjour, demande une démo, fais un call avec notre commercial, les gens, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas voir cette pub-là. Ça ne les intéresse pas. Et ça va marcher juste pour les 3 à 5% des gens. Donc, comment on fait en fait pour résoudre ça? On fait une stratégie dans laquelle, d'abord, on va toucher cette audience froide avec une première publicité, dans laquelle on va apporter un contenu intéressant à la personne. Et après, derrière, on va recibler ces personnes avec des publicités de retargeting et on va les nourrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que la personne, elle est venue sur le site une fois, ou alors elle a cliqué sur la pub une fois, ou elle a vu une vidéo. Et puis après, derrière, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, elle verra une nouvelle pub de nous dans laquelle on va lui montrer d'autres choses. Tiens, un article de blog, un bout de webinar, ça peut être une vidéo, etc., etc. Et c'est du nurturing qui se fait. Et au fur et à mesure, ça va aider en fait la personne à convertir un peu plus tard. Oui, 300-500, ouais, j'avais les mêmes chiffres, moi. Enfin, je retiens juste le 4%, c'est plus facile. C'est entre les deux, j'ai coupé la part en deux. Et il faut bien comprendre, sur ces 4% aussi, c'est pas 4% de personnes qui vont voir votre pub et acheter. Il faut quand même justement leur donner confiance, il faut leur montrer que tu peux répondre à leurs problèmes. Faut leur donner envie d'acheter chez toi et pas à la concurrence. Ça reste quand même un vrai boulot. Enfin, c'est pas 4% qui vont acheter chez toi. C'est ça. Donc même ces gens-là, il faut faire un travail de marketing, il faut leur montrer de la case study, de la rassurance, d'un social proof, de l'autorité, etc., etc. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu l'as pas cité, mais je me demandais, est-ce qu'on peut aussi... alors c'est quelque chose de différent, parce que tu pousses des contenus qui sont déjà existants, mais aujourd'hui, ce qui est très en mode sur LinkedIn, ce sont les lives. Donc tu parlais des webinaires tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Mais là, c'est spécifique à LinkedIn. Est-ce que c'est une tactique que tu utilises ou pourrais utiliser pour faire la promo d'un live à venir, donc, qui n'a pas encore lieu? Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? J'ai pas encore expérimenté avec ça, mais je sais qu'effectivement, avec LinkedIn, tu peux pousser les gens à venir à un event. Tu peux les pousser à venir à un événement, etc. Donc, pour moi, c'est une bonne idée, si et seulement si ton live, c'est pas un pitch de vente déguisé. Parce que là, les gens ne seront pas très contents si tu fais ça. Et de toute façon,
Et pour moi, c'est vraiment une règle d'or quand je vends en B2B. Mais je ne vends pas en fait. C'est j'apporte de la valeur, j'apporte de l'expertise, la personne me respecte, elle m'apprécie, et du coup, c'est ça qui va lui donner envie d'acheter chez moi. Alors que je trouve vraiment que les entreprises qui sont en mode je vends, je vends, je vends, je vends, je fais que vendre et je fais que pousser mon produit dans la gorge des gens, bah, je sais pas. Moi, j'ai un peu de mal avec ça et de toute façon, bah, je pense que ça ne fonctionne pas, quoi, tout simplement. D'accord. Et j'avais une question par rapport donc, au contenu que tu pousses. Donc, tu présentes du contenu, tu donnes de la valeur. Donc, ça, j'ai bien compris. Est-ce que derrière, est-ce que tu as toujours je cherche le nom en français, le CTA, Call to Action, un appel à l'action est-ce que tu mets un appel à l'action pour dire, si vous voulez en savoir plus, allez sur une landing page, sur une page où tu vas pouvoir présenter un peu plus le produit, pourquoi ils doivent l'acheter? Ou est-ce que tu as une stratégie particulière où tu fais ça en plusieurs fois, tu montes plusieurs fois du contenu, les gens qui sont montrés intéressés, tu vas leur remontrer un deuxième contenu, et s'ils sont intéressés, là, à ce moment-là, tu vas essayer de les closer, donc les faire en sorte qu'ils achètent. Ou est-ce que, quelle est ta stratégie par rapport à ça? Par rapport au contenu. Bah, après, moi, j'ai pas nécessairement un contrôle en fait sur les contenus qui sont créés par mes clients. Je suis un peu tributaire en fait de leur stratégie de call to action derrière. Bah, après, moi, ce que j'aurais tendance à recommander, bah, c'est à faire preuve de bon sens, tout simplement. Et du coup, bah, si vous mettez un article et vous mettez un CTA toutes les 5 lignes en mode appelez-nous, 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 bah forcément ça risque de gêner et de déranger un peu les gens. Alors que oui, pour moi, un CTA que tu mets à la fin de ton article, etc., et qui pousse éventuellement à la consommation d'un autre contenu ou s'abonner à une newsletter, et qui pour moi et qui est, on va dire, qui est contextualisé par rapport à ce contenu-là, pour moi, c'est une très bonne chose. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent, parce que tu citais un peu tout ce qu'on peut mettre, guide tactique, cas d'études, démo, checklist, webinar. Alors déjà, quand on entend toute la liste, on s'imagine devoir tout faire d'un coup. Donc ça peut donner un peu le tournis. Parce que je suppose que tu as cette... tes clients te disent, mais ça va me prendre 3 mois à faire, j'ai déjà pas le temps de le faire. Est-ce que tu as des conseils autour de ça à leur donner pour les rassurer? Ouais. Bah, c'est pour ça aussi que la pub LinkedIn, c'est pas pour tout le monde. Et c'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être dû le mentionner avant. La pub LinkedIn, ça va mieux fonctionner bah, si vous avez déjà à la base un produit qui se vend, si vous connaissez déjà très bien vos clients, vous connaissez votre profil client idéal, vous savez quels sont les pain points, vous savez quel message leur adresser, et vous avez déjà commencé à créer des contenus bah, qui adressent toutes ces différentes considérations-là. Donc c'est effectivement ce qui se passe dans 95% des cas, je trouve, c'est qu'un succès publicitaire s'appuie à la base sur un succès organique. Si à la base, vous n'avez pas un produit qui se vend relativement facilement de manière organique ou à travers votre outbound, votre prospection, etc., c'est pas en mettant de l'exécution publicitaire que vous allez faire fonctionner la chose, en fait. C'est plus un multiplicateur qu'autre chose. Après, pour des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de contenu, moi, ce que je dirais, bah, partez de votre ICP, allez prendre 5 à 10 de vos clients actuels, demandez-leur 45 minutes de leur temps, dites-leur, écoutez, j'ai vraiment besoin de vous pour améliorer notre marketing. Est-ce que vous accepteriez de faire un call avec nous? Et en contrepartie, on vous offre une ristourne sur la prochaine facture, on vous offre je ne sais quoi. Vous invitez à un appel sur Zoom que vous allez enregistrer. Et là, vous allez leur poser un ensemble de questions qui va vous permettre de les comprendre en profondeur. Et c'est ça, en fait, qui va être la source de vos contenus, mais aussi de toute votre stratégie marketing et vente.
Et ça, c'est quelque chose, on le sait, oui, tu as le client, oui, c'est bon, on sait très bien qu'il faut le faire, etc. Mais de là à le savoir et de là à le faire et de le faire correctement Et et bien le faire. sérieusement et bien le faire, ouais, c'est là qu'il y a un gap en fait. Tu as soulevé un point intéressant. Je ne sais pas si c'est dans tes tactiques, mais tu as dit que une bonne pub, c'est un bon post organique en fait. Est-ce que donc du coup tu conseillerais aux gens parce que tu dis que l'idéal c'est qu'ils aient déjà le contenu, qu'ils sachent déjà qui cibler, qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que s'ils ont déjà posté sur LinkedIn, c'est une bonne source de connaissances au niveau de la data pour savoir reprendre un sujet ou un contenu qui a déjà bien fonctionné et de Absolument. repousser ce même contenu Ouais. en tant que publicité? Je suis 100% d'accord avec ça. Voilà, vous faites des posts organiques et vous vous rendez compte que des posts organiques ont surperformé. Bah, effectivement, vous allez pouvoir utiliser la sponsorisation LinkedIn, la publicité LinkedIn, pour aller délivrer ce post de manière garantie à vos clients cibles, effectivement. Et j'ajouterai un point là-dessus, parce que souvent, quand on pense à un post qui fonctionne bien, on va dire, quand les gens, les copywriters, aujourd'hui, j'ai fait un post à 100 000 vues. Si vous ne faites pas 100 000 vues, ce qu'il faut faire, c'est pas regarder en absolu qu'est-ce que c'est un bon post, c'est regarder par rapport à vous qu'est-ce qu'est un bon post. Si par exemple vous faites 500 vues et que sur un autre post, donc 500 vues en moyenne, et qu'un jour vous faites 3000, là vous avez un gagnant. Même si 3000, Ouais, pour d'autres, c'est ridicule. Pour vous, par contre, vous savez que vous êtes touché insensible. ouais, c'est ça. Et il faut savoir aussi une chose par rapport aux impressions de poste. Ce qui compte aussi beaucoup, c'est l'engagement que vous recevez en dessous et c'est le type d'engagement que vous recevez. Qui c'est qui commente sur vos posts? Qui c'est qui adore vos posts? Est-ce que c'est est-ce que c'est des gens qui ne sont pas du tout dans votre cible ou est-ce que ce sont des gens qui sont parfaitement dans votre cible? Et si c'est le cas, c'est quand même le signal que vous avez un post qui est intéressant pour eux. C'est ça, faut pas que ce soit uniquement les employés qui soient obligés de mettre un petit commentaire ou un like. Ça C'est compte pas. ça. Ouais. J'ai une question par rapport à ça, justement, puisque Ouais. sur LinkedIn, il n'y a pas que des profils, il y a aussi des pages entreprises. Est-ce que les pages Oui. entreprises ont un rôle à jouer dans la publicité ou pas du tout? Eh bien, voilà. Du coup, sur le point de vue organique, on fait des posts organiques sous des profils perso ou sous la page d'entreprise. Et les profils perso ont tendance à mieux performer que les pages entreprises. Je ne sais pas si le ratio, c'est c'est entre x8 et x10. J'ai fait l'expérience. Essayez de scroller votre fil d'actualité. Essayez de regarder le ratio entre les posts organiques entreprises vs les posts organiques profil, profil perso. Et vous aurez votre réponse. Donc ça, c'est l'organique, on peut faire les deux. Et sur l'aspect publicitaire, c'est seulement avec la page entreprise. Donc on prend la page entreprise et essentiellement, on fait des posts qui, au lieu d'être juste des posts organiques, ils vont être sponsorisés, donc ils vont être montrés un peu à l'audience que vous voulez. Et tout à l'heure, au tout début de l'émission, tu avais parlé de 500 000 de budget. Après, tu as reprécisé il y a un peu que fallait connaître bien son client idéal. Quand Ouais. tu as cité les 500 € en début d'émission, je me suis dit, tiens, est-ce que les 500 €, c'est pas justement pour quelqu'un qui connaît très bien sa cible, qui peut se permettre de ne pas avoir trop à chercher, qui connaît très bien qu'est-ce qu'il a fait vendre, mais évidemment, il n'a pas trop de budget, ou ça peut marcher aussi pour d'autres cas? Déjà, ça fonctionnera mieux s'il y a déjà des trafics à la base. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec LinkedIn Ads, c'est que la plupart des résultats se trouvent au niveau du retargeting LinkedIn Ads. 80% des résultats. Donc si aujourd'hui, tu as déjà, je dis n'importe quoi, tu as déjà 5 000, 10 000 visites par mois bien qualifiées, qui viennent de Google Ads, qui viennent du SEO, qui viennent de Facebook Ads, Instagram Ads, et que demain, tu mets en place juste des pubs LinkedIn en retargeting, c'est-à-dire que tu te contentes de retargeter sur LinkedIn des gens
conformes à ton ICP, à ton profil client idéal, qui sont déjà venus sur ton site. Bah, effectivement, avec ce petit budget de 500 euros, tu vas tout de suite pouvoir toucher ces gens-là parce que tu as déjà en fait ton audience de retargeting qui est faite, parce que tu as déjà plein de gens qui sont sur ton site et tu vas pouvoir plus facilement avoir des résultats. Alors que si aujourd'hui tu as 0 personne sur ton site, bah, si tu mets juste 500 euros par mois sur LinkedIn, bah, il faut déjà bâtir cette audience de retargeting parce que cette audience de retargeting, elle doit être basée sur un trafic existant. Et donc c'est pour ça que tu vas mettre plus de temps en fait, si tu veux, quoi. Donc voilà, ça c'est la considération, par rapport à la taille de l'audience. Et effectivement, oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu lances de la publicité, tu n'as jamais une garantie que ça va marcher tout de suite au premier coup. Tu as juste en fait une chance de réussir avec des différentes probabilités. Et effectivement, si tu connais bien ton profil client idéal et que tu as du super contenu sur ton site et que tu as du trafic et que tu as un site qui convertit bien, bah, tu auras plus de chances de réussir rapidement avec moins de budget que si il te manque 1, 2, 3 ou 4 de ces conditions-là, en fait. Ouais. Alors, donc là, tu confirmes que le retargeting, c'est comme sur les autres réseaux, ça fonctionne très bien. C'est effectivement ce que je conseille aussi si tu veux juste te lancer dans le que tu veux juste mouiller le petit doigt de pied. Le retargeting, c'est très bien pour se lancer. Et du coup, par contre, je me demandais, donc tout à l'heure, tu as parlé au niveau du ciblage pour créer l'audience. Donc là, on prend des critères de sélection. À côté de ça, en retargeting, comment on fait sur LinkedIn? Est-ce que c'est comme sur les autres plateformes? Est-ce qu'on a un pixel? Est-ce que éventuellement, comme sur Facebook, maintenant on a une API aussi pour gérer ça, le pixel du côté serveur? Est-ce qu'on peut aussi donner des listes d'emails comme font les autres réseaux quand on a justement d'inscrits chez soi? Est-ce que tout ça c'est possible? Et est-ce qu'il y a d'autres techniques ou pas? Alors effectivement, ça se fait par rapport à un pixel, effectivement. Ça, c'est la première réponse. Après, par rapport attends. Donc il y a les emails, l'API. Oui, ça, oui. Et par rapport aux emails, effectivement, tu peux aller injecter sur LinkedIn des adresses email et derrière créer une audience personnalisée pour pouvoir retoucher ces personnes-là. Et tu peux effectivement aller faire des lookalikes, des audiences similaires basées sur ça. Ok. Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois et ça n'a pas forcément très très bien marché. Donc moi, j'ai l'impression Quelle partie? Les lookalikes ou... Ouais, les lookalikes, ouais. Moi, ce que je suspecte, en fait, c'est qu'ils ont moins de data que Facebook. Enfin, ils ont moins de volume de data que Facebook. Et donc, du coup, ils ont un algorithme qui est moins puissant, en fait, pour aller matcher, les bonnes personnes. Juste, et après, pour moi, il y a est-ce que tu pourrais nous dire... Ouais. Juste avant que tu continues, tu peux expliquer ce que c'est le lookalike en 2 mots pour les gens qui savent? Je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Si tu fais pas de pub, tu sais pas. Oui, bien sûr. En fait, supposons qu'aujourd'hui, sur Facebook ou LinkedIn, tu mets en place, tu crées une audience. Par exemple, tu vas dire à Facebook, Facebook, crée-moi une audience basée sur le top 25% des internautes qui ont visité mon site. C'est-à-dire, prends-moi les gens qui sont venus sur mon site, qui sont restés très longtemps, qui ont bien aimé mon site. Et Facebook, en fait, il va te créer une audience par rapport à ça. Il va dire, OK, voilà, là, on a trouvé 5000 personnes sur ton site, là. On les a matchés sur Facebook, donc on les a trouvés, et elles ont passé le tour sur ton site. Et bien là, je peux dire, OK, Facebook, maintenant, par rapport à la population française, trouve-moi le top 10% de la population française qui ressemble le plus à ces personnes-là. Donc c'est un jumeau, en fait. Tu crées une audience jumelle par rapport à cette petite audience. Ça te permet de créer une grande audience qui ressemble beaucoup à tes clients idéaux, en théorie. Et là, ça te permet en fait de générer des audiences. Et là, tu peux le faire avec LinkedIn Ads, tu peux le faire avec Google Ads, tu peux le faire avec Facebook. D'accord. Sauf que tu disais, toi, les résultats que tu as eu avec ça sur LinkedIn, c'est pas probant. C'était ça. Mais là, parce que moi, je dis ça, qu'il ne faut pas le faire. Moi, je dis, si vous avez le budget, testez pour votre audience et votre offre et vous verrez que ça fonctionne. Ce qui est le plus important, en fait, c'est avoir une data en entrée qui soit la plus clean possible, évidemment.
C'est-à-dire que si vous mettez des adresses email que vous avez scrappées et que vous n'avez pas forcément très bien scrappées, bah forcément, garbage in, garbage out, vous n'allez pas forcément avoir des bons résultats derrière. Oui. Ou dirait Jean-Pierre Coff, le regretté Jean-Pierre Coff, pour parler de garbage in, garbage out, il disait « Tu prends la merde, tu ressors de la merde ». Je connaissais pas. Je me demandais sur les lookalikes, du coup, tout à l'heure, on parlait de l'audience normale en publicité, 300 minimum. Évidemment, quand tu n'as que 300 personnes, est-ce que là, c'est catastrophique? Tu conseillerais de même pas essayer, en fait? Enfin, le lookalike. Enfin, dans quel Non, cas je tu conseillerais conseillerais pas. le lookalike? Plutôt sur une grosse audience de base ou plutôt Oui, petite? oui. De toute façon, les deux variables, c'est pertinence de l'audience et taille de l'audience de base. Euh, Sincèrement, moi, je dirais qu'en dessous de... Je mettrais un minimum entre 1000 et 2000 d'audience de base pour créer derrière après un lookalike qui soit performant. Et après, voilà, moi, je dis j'arrive à faire marcher le lookalike sur Facebook. Pour l'instant, pour les tests que j'ai fait sur LinkedIn, ça n'a pas marché, quoi. Donc voilà, j'ai fait 2 ou 3 tests et puis après j'ai arrêté. Donc c'est pour ça que voilà, faites vos propres tests par rapport à ça. D'accord. Et je me demandais si on se rentre dans le côté un peu plus technique, comment tu mesures tes pubs, comment tu vas pouvoir savoir qu'elles fonctionnent. Est-ce que tu as des critères, soit génériques, par exemple, X% de conversion, c'est toujours bon, ou est-ce qu'il y a des secteurs où ça va varier beaucoup? Là, c'est là qu'il y a une vraie difficulté. Si tu es une marque e-commerce qui vend directement aux consommateurs, au final, tu n'as pas beaucoup de métriques. Hein. C'est est-ce que j'ai un bon ROS? Oui ou non? Tant que j'ai un bon Est-ce que ça ROS, je peux vend? continuer à scaler mes pubs jusqu'à la lune. Pourquoi? C'est génial. Hein. Franchement, j'envie les gens qui ont un e-commerce. Tu as une boucle de feedback qui est hyper courte. Donc, tu lances ta pub, boum, tu fais des ventes, et puis, j'ai fait des ventes, ok, du coup, on va scaler, etc., etc. Le problème, c'est que quand on est en B2B, le cycle de vente, il est très long, il est multidécideur. Donc, par exemple, tu vas montrer ta pub à une personne, et au final, c'est pas lui qui va acheter, c'est son collègue qui va acheter. Mais cette personne-là, elle va parler de ta pub à son collègue. Comment tu peux traquer ça? Tu ne veux pas le traquer avec LinkedIn Ads. Donc, il y a ça. Donc, processus long, processus multidécideur, et aussi processus multi-points de contact. Effectivement, voilà, si tu vends en e-commerce, par exemple, un produit qui coûte 100 balles, 150 balles, là, tu mets une publicité, allez, une pub au retargeting, la personne, elle achète, il n'y a pas de problème. Si tu vends un SaaS à 50 000 euros par an, il y a peu de chances que la personne elle clique sur ta pub, elle dise « Je veux un call de découverte » et elle achète tout de suite. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chance. Donc du coup, ça rend la Il y a peu de, mesure il y a peu de chances plus qu'il y ait compliquée. déjà le budget prévu pour ça. Les gars Ouais, t'attendaient c'est pas. ça. Mais voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la mesure sur LinkedIn, elle est. Enfin, sur LinkedIn, la mesure de la performance publicitaire en B2B, elle est beaucoup plus compliquée. Elle est plus simple sur Google Ads. Pourquoi elle est plus simple sur Google Ads en B2B? Parce que on a quand même des gens qui font partie des 3 à 5% et qui cherchent, voilà, je dis n'importe quoi, solution, on va dire, solution de planning pour les experts comptables. Ils cliquent, ils convertissent. Ils sont venus là pour convertir. Mais sur LinkedIn Ads, on n'est pas sur cette dynamique-là, on est sur une dynamique de création de demande, on s'adresse aux 95, 97%, etc. Et du coup, c'est pas la même chose. On va, du coup, ça va être du coup plus dur à mesurer. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est passer par plusieurs signaux. Pour moi, il y a deux grands types de signaux. Déjà, c'est les signaux que tu peux recueillir sur le site, sur LinkedIn. Et l'autre, c'est les signaux que tu peux recueillir directement depuis l'utilisateur en leur posant la question. Donc on va décomposer ça. Par rapport au premier type de signaux, tu peux voir par rapport aux métriques sur LinkedIn. Est-ce que tu as un taux de clic qui est élevé? Un taux de clic qui est élevé, c'est plus de 1%, c'est vraiment élevé, par exemple.
taux de clic moyen sur LinkedIn, c'est 0,35%. Donc, le taux de clic, ça te permet de voir un petit peu quand même si tu as une pertinence par rapport à la publicité. Après, ce n'est pas non plus une invitation à faire de la putaclic. Si on fait de la putaclic, en étant un petit peu déceptif, in fine, on optimise pour une stat, mais l'ensemble n'est pas optimisé. Parce que les gens, ils cliquent et ils disent, non mais ok, il s'est foutu de ma gueule. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait quand on optimise pour des métriques isolées comme celle-là. On peut voir aussi par exemple le taux de vue de la vidéo. Est-ce que les gens ils regardent toute la vidéo, est-ce qu'ils s'en vont au bout de 2 secondes? Là, 35% de taux de vue de vidéo, c'est bien. Et après, derrière, on peut voir aussi le taux d'engagement. Est-ce que par exemple, sur un post en particulier avec un certain budget publicitaire, est-ce qu'on a eu beaucoup de likes? Est-ce qu'on a eu beaucoup de commentaires? Quelle est la qualité des commentaires aussi? Et quelle est la qualité des gens qui ont commenté? Ça, c'était le deuxième truc. Donc, premier, c'était les aspects quantitatifs sur LinkedIn. Et deuxième, c'est qualitatif sur LinkedIn. Qu'est-ce que les gens ont écrit sur la publicité? Et enfin, on peut voir les indicateurs quantitatifs sur le site. Donc là, c'est plus au niveau d'analytics que l'analytics. En fait, on peut essayer d'aller voir l'évolution, par exemple, du trafic sur le nom de marque. Est-ce qu'il augmente? Si on voit un trafic sur le nom de marque qui augmente, ça veut dire qu'on a eu plus de notoriété. Lié à une action de création de demande sur LinkedIn, mais ça peut se fait être lié à une action offline. On peut voir aussi le trafic direct, qui signale aussi le fait que les gens, ils vous connaissent. Et enfin, voir en fait la qualité, l'engagement plutôt des personnes qui sont venues vers la pub. Donc, on peut voir, par exemple, combien de temps elles sont restées, les gens en moyenne. Et enfin, essayer de voir aussi, par rapport à l'avant, le nombre de visites et l'engagement des visites sur les pages à forte attention commerciale. Par exemple, les pages produits, les pages de conversion, les case studies, etc. Et en fait, l'idée, c'est d'analyser ces indicateurs, par exemple, de mois en mois ou d'année en année, et aussi en fonction de différents événements. Imagine, aujourd'hui, tu lances une campagne, et tu essaies de voir avant et après qu'est-ce qui s'est passé. Et enfin, une autre façon de faire, c'est tout simplement l'attribution auto-déclarée. Si sur ton site, tu as un formulaire de contact où les gens y mettent nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, nom d'entreprise, c'est rajouter un champ libre dans lequel tu vas dire comment avez-vous entendu parler de nous? Et attention, c'est un champ libre. C'est pas un champ où on clique et les gens ils peuvent choisir l'un des différents choix. Ça biaise beaucoup les réponses. L'idée, c'est que la personne puisse vraiment s'exprimer et dire « Ah ouais, j'ai écouté ton podcast, machin, j'ai fait ça. » Et après, d'ailleurs, on peut faire des recoupages. Oui, je confirme, quand tu as une liste où quand la réponse n'est pas libre, généralement, ça tombe pas pile poil et du coup, soit tu veux répondre à plusieurs, soit tu te souviens plus et tu te dis « C'était peut-être ça, alors je fais que ça », ou alors tu mets « autre ». Mais finalement, la data est pas très bonne derrière. Alors que si c'est peut-être je t'ai vu là, tu sais mieux le gérer que quand tu crois avec certitude que la personne t'a dit c'était là, mais en fait, elle n'en est pas sûre. Ça peut être n'importe quoi. Effectivement. Si je comprends bien, du coup, avec toutes les... Oui. Oui, pardon, je disais, les gens, en plus, ils peuvent parler de plusieurs canaux. Ils peuvent vous dire, j'ai écouté votre podcast, j'ai écouté vos webinaires et j'ai vu vos pubs. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus riche que juste la personne qui a cliqué sur un choix. C'est ça. Ou je t'écoute depuis X temps, depuis plusieurs mois, et voilà. Ça, t'as pas la notion de durée quand tu choisis un canal en particulier. Ouais. Et si je comprends bien, avec toutes les métriques que tu as, en fait, tu regardes plein de choses. Tu regardes si le message est pertinent, tu regardes si le contenu est pertinent, et ça te permet aussi de savoir, donc au niveau qualitatif, est-ce que la cible était pertinente aussi à la base. Ouais. Ça permet de contrôler toutes ces étapes-là. Ouais, c'est ça. Est-ce que, sur les gens qui se lancent en publicité, alors déjà j'ai une question, est-ce que les gens tes clients, est-ce que c'est des gens qui se sont déjà lancés d'abord à faire des tests sur LinkedIn eux-mêmes en publicité, ou est-ce qu'ils viennent te voir directement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont déjà sous-traité d'autres canaux? Déjà cette première question. Les clients qui viennent à moi sur du LinkedIn Ads, c'est des gens qui font typiquement déjà, ils font quelque chose.
Ils ont déjà un site, ils ont déjà du trafic. Typiquement, ils font déjà du Google Ads, ils font déjà des choses. Et soit ils ont essayé LinkedIn et ils n'ont pas réussi. Et du coup, ils m'appellent pour reprendre les choses. Soit ils se disent, ouais, on a fait Google Ads, c'est cool, ça marche bien. Maintenant, on fait du LinkedIn. Ok, maintenant, on va bosser avec nous. Ça dépend. Justement, est-ce que est-ce que tu vois des erreurs, toi, ou est-ce que tu en as fait des erreurs de débutant que tu pourrais dire aux gens, attention, attention, ça tout le monde le fait, mais il faut pas le faire, ça marche pas. On croit que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Vous allez vous casser les Ah dents. oui, c'est clair. Non, mais c'est clair que oui, des erreurs, il y en a plein. Je vais essayer je vais donner des erreurs pêle-mêle que j'ai vues. Bon, erreur de base, erreur de tracking, mauvais tracking. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est un tracking qui est mal installé. C'est-à-dire qu'en gros, la personne, elle va convertir après avoir cliqué sur une publicité et on ne va pas faire remonter la conversion. Et donc, du coup, on n'a pas de data. Autre erreur, c'est vouloir convertir tout de suite. C'est dire, adresser une audience froide, bam, publicité à formulaire. Ah, t'as sûrement ce problème-là. Allez, sécurise un rendez-vous avec nous aujourd'hui et on va en parler. On peut éventuellement essayer des publicités un peu plus agressives comme ça, où on pousse les gens un peu à l'achat ou au processus d'achat, à des gens qui sont déjà dans le processus, à des gens qui vous connaissent déjà, qui vous font déjà confiance, qui ont passé du temps en fait sur le page produit. Mais adresser comme ça de but en blanc quelqu'un, euh, du moins en B2B, sur de la vente aussi complexe, et dès le début, leur proposer de rentrer dans le process commercial, ça ne fonctionne pas très bien. J'ai déjà fait dans le passé pour des clients. J'ai déjà fait ce genre de publicité lead gen un peu agressive. Ça ne fonctionnait pas très bien. Et ça générait des leads qui n'étaient pas très intéressants au final. Donc ça, c'est vraiment une erreur assez fréquente. Après, comme type d'erreur, c'est par exemple des créas qui sont ternes. Moi, ce que j'aime bien faire sur LinkedIn, c'est utiliser des couleurs qui sont anti-LinkedIn. LinkedIn, ces couleurs, c'est quoi? C'est du bleu, c'est du gris, du noir, etc. Si vos pubs elles sont de la même couleur, ça va un peu se fondre un peu dans les couleurs de base. Donc c'est bien de faire des couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus différentes. Ah oui, une erreur aussi, c'est vous avez un texte publicitaire, vous allez parler d'un argument, et vous allez réécrire l'argument dans l'image. Ah non, il ne faut pas se répéter, ça ne sert à rien, parce que vous perdez le temps des gens. Donc l'idée, c'est de mettre un argument dans le texte publicitaire et un autre argument dans votre incrustation de texte sur la pub. Et là, comme ça fait le double effet qui se coule. Autre erreur que j'ai vue, tout simplement, ouais, un mauvais ciblage, comme j'avais dit. Dans le mauvais ciblage, effectivement, il y a deux petites options sur LinkedIn qui piègent beaucoup de gens. Le premier problème, c'est Audience Network. Audience Network, en fait, ce qui va se passer avec Audience Network, c'est que on affiche en fait on montre des publicités sur d'autres sites. Sur d'autres sites. Sur d'autres sites. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça typiquement, je trouve pas ça très très pertinent parce que si on paye de la pub LinkedIn, c'est pour montrer la pub sur LinkedIn, c'est pas pour la montrer ailleurs. Et l'autre, c'est Audience Expansion. Où en gros, LinkedIn te dit, ouais, si tu cliques, là, on va te montrer ta pub à des gens qui ressemblent vraiment à ta cible. Ouais, d'accord. Pas vraiment en fait. Et en fait, le problème, c'est que ces deux options-là, elles sont cochées par défaut. Évidemment, parce qu'il faut bien qu'ils fassent plus d'argent. Donc c'est important pour moi, à mon avis, de décocher ces deux options-là pour éviter de perdre son budget publicitaire. Ouais, d'autres erreurs, il y en a plein, quoi. Une mauvaise accroche. On sait bien, dans une publicité, l'élément le plus important de la publicité, que ce soit dans toutes les régies, c'est la phrase d'accroche. Il faut être, évidemment, accrocheur, pertinent. On dit un peu vulgairement, c'est faux. Il faut attraper les gens par le globe oculaire, en fait.
Oui, c'est ça. Ça me fait penser, peut-être que du coup, la meilleure accroche, ça serait s'il y a une image sur l'image. Je sais pas si tu as déjà vu passer ces posts sur LinkedIn où on te dit, donc tu as une image avec du texte, enfin aussi dans l'accroche, mais ça te dit, ça c'est le premier truc que tu lis. Après, tu vas lire ça. Donc chaque phrase, en fait, ils savent où, naturellement, tu vas poser ton œil d'abord sur l'image, d'abord sur le gros titre. Après, tu vas la poser à tel autre endroit. Après, tu vas venir seulement sur le texte, sur l'accroche du texte. Et à chaque fois, le mec, il te dit, donc, et ça, c'est ce que tu lis en dernier. Et là, tu dis, mais il est dans mes pensées ou quoi? Et donc, Trop je pense que fort. c'est important d'utiliser ce genre de technique, effectivement, euh, pour accrocher une personne. Bah oui, effectivement. Bah, ça, c'est le copywriting, le principe de la pente glissante. Chaque phrase est là pour bon, apporter la valeur à la personne, évidemment, parce que ça n'apporte pas de valeur, la personne, elle s'en va, et lui donner envie de lire la phrase suivante pour progresser jusqu'en bas. Et au niveau de comment ça se passe? Est-ce que comment tu payes en fait LinkedIn? Est-ce que tu payes au clic par tous les 1000 vues, enfin toutes les 1000 publications, qui sont peut-être des vues d'ailleurs? Est-ce que tu payes au clic? Est-ce que tu payes aux enchères? Est-ce qu'il y a tout ça qui existe chez eux? Alors, Et est-ce qu'il y a d'autres donc, modes? ouais. Donc, en fait, ça dépend de ton objectif. Tu vas payer par rapport à ton, grossièrement, tu vas payer par rapport à ton objectif. Donc, par exemple, si tu as un objectif vue de vidéo, bah, tu vas typiquement payer pour le vue en CPV, en coût par vidéo. Alors que si tu payes pour du trafic sur ton site, bah, tu vas payer par rapport à du trafic sur ton site. Si c'est par rapport à un objectif d'événement, faire venir les gens à ton événement, bah, c'est par rapport à cette métrique-là par rapport à cet événement-là, en fait, que. Non, pardon. Si tu veux faire venir les gens à un événement, bah, tu vas payer en fait par rapport au nombre de gens qui s'inscrivent à ton événement. Et après, d'ailleurs, il y a effectivement un système d'enchères, comme sur Google, Facebook, etc. Et là, tu peux faire soit des enchères manuelles, soit des enchères automatiques. Et on peut mettre un plafond où tu finis plumé en 2 jours. On peut Est-ce qu'on mettre des peut plafonds. limiter le budget Oui, oui. Oui, si on peut faire, en termes d'enchères, on peut mettre on peut effectivement mettre des enchères, mettre des plafonds sur les enchères. Et évidemment, par rapport au budget, on peut fixer, c'est un budget par jour. Et voilà, il faut évidemment maîtriser son budget. D'accord. Et au niveau du budget, on va dire les 1500 € minimum que tu conseilles de mettre, est-ce que Ouais, plutôt tu 500 conseilles ça euros. par rapport à quoi? Oui. Tu conseilles ça par rapport à quoi? Est-ce que c'est un pourcentage du produit? Est-ce que ça va être un pourcentage de tous les autres canaux d'acquisition qu'ils font? Euh, Comment tu présentes la chose au client si lui, il n'a pas d'idée de budget? Bah, moi, effectivement, ce que j'aime bien proposer à mon client, c'est de mettre, par rapport à son budget pub, mettre à peu près 20 à 30% en capture de demande, c'est-à-dire en Google Ads, Bing Ads, et mettre 70 à 80% en création de demande, c'est-à-dire Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn Ads. Donc moi, je conseille d'avoir une distribution. Cette distribution-là, au final, elle est là, en fait, pour s'approcher de la distribution 95-5, donc on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire 95% des gens qui ne cherchent pas et 5% des gens qui cherchent. On ne va pas mettre 90% du budget sur les 5% des gens qui cherchent. Ça n'a pas de sens. Il faut faire l'inverse. D'accord. Et je me demandais tout à l'heure aussi, donc tu parlais, donc pour revenir, tout à l'heure tu as parlé qu'il y avait des multidécisionnaires souvent, parce que c'est des processus longs, qu'effectivement, si tu dois vendre par exemple, le directeur de marketing, quelque chose qui a 50 000 €, le budget, il n'a peut-être pas prévu, et du coup, il va devoir demander à quelqu'un d'autre l'autorisation pour ce budget-là. Il peut y avoir effectivement plusieurs décisionnaires, et donc plein de messages à faire, plein de pubs différentes à faire. Comment tu gères ça? Est-ce que dans un premier temps, quelqu'un qui se lance sur LinkedIn, tu vas lui faire des pubs plus simples? Ou est-ce que tu passes directement à donc des campagnes un peu plus complexes?
J'aime bien commencer simple. J'aime bien commencer avec un budget pas trop élevé. Donc, je commence pas avec un budget de 10 000 euros par mois direct, avec 15 formats différents et 15 cibles différentes, effectivement. Donc, moi, je préfère commencer simple. Je préfère effectivement, en fait, effectivement. Donc, il y a un comité d'achat. Donc, il y a un comité d'achat, il y a un champion. C'est l'utilisateur de ta solution qui va vouloir acheter ta solution. Il y a l'influenceur, c'est quelqu'un qui bosse avec le champion et qui va avoir tendance à aimer cette solution-là. T'as le bloqueur, c'est celui qui plutôt va dire ah non mais ça en fait ça sert à rien, cette solution-là on n'en veut pas. Et enfin, comment on appelle ça, t'as le décisionnaire, ça va être typiquement le N+1 du champion qui va signer et qui va valider le deal. Donc, voilà, c'est une façon de voir le comité d'achat. Il y a aussi plusieurs d'autres façons de voir le comité d'achat, mais on peut le voir comme ça. Et en fait, l'idée, effectivement, quand tu vas lancer ta campagne de publicité au début, tu ne vas pas nécessairement faire une campagne pour chaque type de poste. Ça risque d'être assez chronophage en termes de ressources et en termes de budget. Donc tu vas commencer. En fait, là, c'est pour ça que là, il faut vraiment bien connaître ta cible. Est-ce qu'il faut que je touche plutôt décisionnaire ou est-ce qu'il faut que je touche plutôt champion? Ou est-ce qu'il faut que je touche 50-50, 50% décisionnaire, 50% champion? Est-ce D'accord. que Donc ça, les bloqueurs... Ouais. si ta boîte fonctionne, tu es censé le savoir déjà, en fait. Et donc, tu vas utiliser cette data-là. C'est ça. Et c'est pour ça que tout part de cette connaissance client, tout part de ces interviews clients et de ta compréhension de leur processus d'achat en interne. Comment eux, ils font pour découvrir des produits? Comment ils font pour évaluer les fournisseurs? Quelles sont les caractéristiques qu'ils recherchent? Quels sont leurs critères de décision? Quelles sont leurs sources d'information? Quels sont leurs pain points, etc., leurs inquiétudes par rapport aux produits? Et effectivement, les bloqueurs. Est-ce que les bloqueurs, c'est des gens qui sont puissants, qui ont vraiment tendance à faire capoter 90% des deals? Dans ce cas-là, peut-être qu'il va falloir mettre un peu plus de budget pub vers ces gens-là. Ou est-ce que, oui, ça arrive, n'importe quoi, une fois sur 20, t'en as un qui fait capoter le deal. Bon, c'est peut-être pas si grave que ça, on n'a pas forcément besoin de trop adresser ces personnes-là. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut partir de cette information-là à la base. Bien connaître ton client. Et si on... Donc là, il faut connaître son client, ça on a bien compris, c'est là où ça marche le mieux. Mais dans le cadre de 0 à 10 millions en un an, au début, tu ne connais pas forcément ta cible. Et imagine, tu as un budget. Imagine, tu as du budget. Est-ce que tu conseillerais quand même... quelle stratégie tu conseillerais sur LinkedIn pour trouver justement quel est son client idéal? Si le budget, c'est pas vraiment un problème, en fait. Donc, on met pas trop de bâtons dans les roues avec pas de budget, pas de client idéal. Ouais. Là, on connaît pas le client idéal, mais on a du budget. Et est-ce que l'offre se vend déjà? Est-ce que c'est déjà vendu? Oui, on va dire oui. Enfin, elle se vend déjà un peu, mais du coup, reste à vérifier. Ça pourrait être par bouche à oreille, par exemple. Ça pourrait être par connaissance ou par recommandation. Mais du coup, on n'est pas vraiment sûr encore, tu vois. Voir si ça fonctionne avec un petit groupe, mais est-ce que ça fonctionne bien au niveau national, par exemple? Ouais. Bon, déjà, pas d'excuses. Si tu as des clients, fais les interviews clients. Voilà, ça te prendra un peu de temps, mais ça te prendra 2 semaines peut-être à le faire, 3 semaines à le faire. Mais ce sera vraiment du temps très bien investi. Donc ça, vraiment, faut pas skipper ce truc-là. Et après, derrière... Pardon, c'était quoi la question? J'ai oublié la question. Justement, comment faire pour s'assurer, pour vérifier son marché, en fait, justement, oui. Ah oui, d'accord. Là, justement, pour vérifier son marché, Escaler par la suite, du coup. Ouais, escaler par la suite. Du coup, moi je dirais que si tu as moins le temps, du coup, c'est aller faire être un peu plus agressif en fait sur les call to action. C'est peut-être aller un peu plus vite en fait
dans les publicités qui vont pousser les gens C'est ça, ouais. à demander un code de découverte, etc. Et à mesurer l'appétence des gens par rapport à ça. Mais le problème, c'est que si on est trop agressif, bah, ça ne marchera pas du tout aussi. Donc, c'est pour ça que c'est un équilibre quand même à atteindre. En fait, donc tu conseilles d'aller plus sur l'efficacité, c'est-à-dire le résultat, c'est vendre, que sur l'efficience, où l'efficience, c'est vendre, mais en dépensant le moins possible. Là, Ouais, l'idéal, c'est juste de vérifier le marché, donc on s'en fiche un peu ouais, plus, entre guillemets, de combien on ouais, dépense. c'est ça. C'est ça, effectivement. D'accord. Et dernière question sur le sujet, est-ce que tu as des techniques pour scaler, donc pour passer à l'échelle, une fois que tu as vérifié que tu avais bien ton marché, est-ce que tu peux doubler ton budget directement, ou est-ce qu'il y a des risques, comme sur les autres réseaux sociaux, que ça ne se passe pas forcément bien? Intéressant. Bah, déjà, sur toute campagne, on ne double pas un budget d'un coup, quoi. Ça casse la campagne en général. Tu doubles. Il y a des règles, voilà, il y a des règles de scaling. Il y a des règles de scaling. Donc après, chacun a ses propres heuristiques. Certains disent 10%, certains 20%. Moi, c'est dans ces eaux-là que je fais. Et après, pour scaler, bah, il n'y a pas de 36 solutions, en fait. C'est soit tu utilises ton produit existant et tu te dis, mince, là, on a adressé on a un ICP qui existe, on a un segment de marché qu'on a bien exploité, mais tu déniches, tu te rends compte qu'en fait, il y a un autre segment qui existe qui qui pourrait vraiment matcher en fait avec ton offre et que tu n'as pas encore Tu changes de, exploité. tu Ouais. changes de vertical, Donc, en en fait, gros. Ouais. c'est ça, tu changes de vertical. Donc là, ça peut être très tentant de dire, ah bah c'est bon, on va faire un copier-coller des campagnes et boum, ça va faire des chocs à pic. Ça fonctionne rarement. Ouais, je prends l'exemple de beaucoup de boîtes qui à la base vendent à des PME, qui marchent très bien, qui disent, ah bah c'est bon, maintenant pour scaler, bah, on va juste faire pareil avec les grands comptes, quoi. Pareil, quoi. Le comité d'achat, c'est pareil, le processus d'achat, c'est pareil, les bénéfices qu'ils veulent, c'est la même chose, et tout ça. Bon, évidemment, c'est pas pareil. Donc moi, ce que je dirais, c'est que si vous suspectez que vous avez d'autres segments qui pourraient être intéressants, bah déjà, analysez ces segments-là suivant différents critères. Est-ce qu'ils sont profitables? Est-ce qu'ils sont solvables? Est-ce que vous avez un peu d'expérience dans leur domaine? Et est-ce qu'il y a un bon match en fait entre votre produit et en fait, est-ce que encore au niveau marketing, donc au niveau vous allez devoir positionner votre société et votre produit probablement d'une manière différente. Vous allez du coup avoir des messages qui vont être complètement différents et adresser les gens de façon différente. Et une fois qu'en fait que vous avez ce nouveau socle marketing, bah c'est là après d'ailleurs que vous pouvez déclencher les ads et après espérer scaler. Mais effectivement, le scaling, c'est pas juste mettre plus de budget publicitaire, clairement. C'est travailler vraiment en profondeur. On peut aussi envisager peut-être c'est pas juste le marketing qu'il faut changer, c'est que c'est l'offre qu'il faut changer. Peut-être qu'il y a des bénéfices, des fonctionnalités à développer pour cet autre segment. D'accord. Ça me fait une question, c'est donc si le client a déjà son client idéal, il vend déjà, il n'y a pas de raison que les pubs ne donnent pas derrière. Bah, si le client, effectivement, et oui, voilà, si la personne, enfin, si l'entreprise a déjà un client idéal et a déjà une offre qui fonctionne, et un discours qui fonctionne, etc., et que derrière on fait la publicité de façon correcte, effectivement, oui, on a quand même beaucoup de chances que ça réussisse. D'accord, nickel. Est-ce que tu aurais des questions que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posé pendant cet entretien sur le sujet? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qui te semblerait important, un message à faire passer autour de LinkedIn? Enfin, des publicités, justement. Ouais, attends, laisse-moi réfléchir dessus. Ouais, j'ai une, j'ai une dernière chose que j'ai envie de partager avec l'audience. En fait, par rapport à la pub LinkedIn,
faut s'engager sur le long terme. Si tu n'es pas prêt à engager un budget pub sur une période d'au moins 3 mois et te dire, voilà, les 3 premiers mois, on va tester. On va tester différents angles, on va tester différentes pubs, différents formats, on va promouvoir différents contenus. Et aussi, on va laisser le temps aux gens de prendre une décision et d'aller convertir ou d'aller acheter, etc. Si on n'a pas cet engagement-là, ça ne sert à rien de commencer les pubs LinkedIn. Je vois trop encore de gens qui s'imaginent que la publicité, c'est un peu comme une baguette magique dans laquelle on met un budget et puis 3 jours après, on fait 1 million. D'accord, très bien. Et petite question subsidiaire, comme on dit. Par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait penser, tout à l'heure, tu disais, tu présentes les pubs 2 à 3 fois et du coup, quand tu fais ça sur un mois, donc tu fais rouler justement les pubs. Ça fait combien de pubs différentes qu'il faut prévoir par mois à faire, ça? Ça va dépendre du ratio entre ton budget pub et ta taille d'audience. Donc, du coup, en fait, tu vas... Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas savoir à l'avance. C'est-à-dire que tu peux pas savoir à l'avance, tu peux faire des estimations, mais tu peux pas savoir à l'avance, ok, en mettant tel budget, je suis sûr et certain que ça coûtera tant. Je suis sûr et certain que par exemple en mettant, je dis n'importe quoi, en mettant 1000 euros, je vais avoir un tel nombre d'impressions. Je vais montrer les pubs X fois mon audience. Donc en fait, l'idée, c'est de lancer ta publicité. Lancer ta publicité et surveiller les métriques et de regarder. Et tu vas voir, ok, voilà, mon coût par 1000, enfin, mon coût par impression, il est de temps. Donc ça me coûte X euros pour toucher Y personnes. Et après, en fait, tu vas pouvoir faire ton calcul, tu vas vous dire, ok, voilà, mon audience, elle fait tant de personnes, mon budget mensuel, il fait tant, et pour pas toucher la même personne avec la même publicité, du coup, voilà, tu fais un calcul pour voir combien de pubs il faut en tout créer pour avoir un bon résultat. Donc effectivement, plus il y a un budget important par rapport à la taille d'audience, plus il va falloir de créa différentes. D'accord, nickel, c'est parfait. Donc aujourd'hui, tu m'as dit au début de la session, tu es spécialisé LinkedIn Ads et Google Ads, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Donc je suppose sur LinkedIn. Ils peuvent effectivement me trouver sur LinkedIn, c'est ça. LinkedIn, d'accord. Et c'était quoi le nom de ton podcast? Où est-ce qu'ils peuvent le retrouver du coup? Oui, c'est le podcast Marketing B2B. Avec Monichim. Voilà. Tout simplement. Ouais. Ok, très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. C'était très enrichissant. Et j'espère que ça va servir plein de gens. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à Moni si vous voulez faire vos pubs LinkedIn. Et on se dit à très bientôt. Abonne-toi.